s'agit de M. Ibrahima Mokhtar Sarr, président de l'AJDMR, qui est l'Alliance pour la justice, la démocratie et pour la réconciliation. Ibrahima Mokhtar Sarr n'est pas seulement un leader politique connu, c'est un homme de talent, au talent multiple, un intellectuel renommé et un poète engagé. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue sur notre plateau. Je vous remercie d'avoir bien voulu répondre à votre invitation. Bonsoir. Mais avant d'entrer dans les vifs du sujet, commençons cet entretien par le portrait qui est réalisé par mon collègue Mamadou Gueye. L'homme qui a tenté de remodeler l'environnement politique et social de la Mauritanie accepte aujourd'hui de se livrer après s'être mis à l'ombre des lumières de l'actualité. Le charismatique président de l'Alliance pour la justice et la démocratie, mouvement pour la rénovation, a connu un parcours tumultueux, riche en rebondissements que seule son opiniâtreté à défendre sa vision d'une Mauritanie unie et prospère lui a permis d'être le maître du consensus national, quoi que l'on dise. Voici Ibrahima Mokhtar Sarr. Monsieur le Président, vous faites partie de ces jeunes Mauritaniens de plus de 60 ans qui ont vécu dans la Mauritanie indépendante. Êtes-vous nostalgique de votre enfance? Vous savez, en général, les gens sont toujours nostalgiques de leur enfance, quels que soient d'ailleurs les revers qu'on ait pu subir durant cette période très exaltante. Heureusement, moi, j'ai eu une enfance très paisible. J'ai vécu au village. J'ai vécu au village comme tous les jeunes. J'ai fait l'école coranique avec mon père. Ensuite, je suis allé à l'école française à Bogué. Et ce qui me revient le plus souvent, c'est ces moments passés à la place publique, au village. Quand je voyais les classes d'âge s'affronter dans la lutte, ou bien qu'on allait, n'est-ce pas, sur les terrains vagues jouer au jeu de ce qu'on appelle aujourd'hui le hockey, mais à l'époque, nous avions notre nom, on appelait ça le kora. C'est une espèce de bâton avec le rebord un peu retourné et on dégageait une espèce de boule. C'est le jeu américain le plus populaire aujourd'hui. Mais nous, on le jouait déjà au village à l'époque. Et c'est dans ces villages que j'ai appris beaucoup de choses, par les contes d'abord des grands-mères, ensuite les grands conteurs traditionnels à la place publique. Beaucoup de choses qui me sont revenues de cette enfance et qui m'ont d'ailleurs fait de moi le poète que je suis. Les chansons des jeunes filles, n'est-ce pas, autour des lutteurs. Voilà, donc cette période-là, elle m'a beaucoup marqué. Sinon, c'est l'école primaire, comme tout le monde, avec c'est durant la période coloniale, c'est vrai, parce que nous sommes arrivés à l'école à partir de 1957. 55, je voulais dire. Ce n'était pas encore l'indépendance. Mais les conditions de travail n'étaient pas si difficiles et nous avons pu quand même passer une bonne enfance scolaire, très studieuse. Ensuite, c'est le lycée de Rosso. Mais alors là, le lycée de Rosso, il faut que je m'arrête un peu parce que c'est, je crois, la partie la plus exaltante de ma jeunesse. C'est le lycée de Rosso où, d'abord, en tant que sportif, parce que ça va étonner beaucoup de gens, mais je croyais que moi, j'étais fait pour jouer au football. D'ailleurs, au lycée de Rosso, les gens m'appelaient acharné, parce que j'étais le premier sur le terrain, acharné, parce que j'étais le premier sur le terrain, et le dernier à sortir, parce qu'il faut que je garde le ballon pour le mettre dans mon armoire et le ramener, n'est-ce pas, le lendemain, pour être toujours présent. C'est l'époque exaltante du lycée de Rosso, avec de grands joueurs comme les Boubacar Messoud, les Fallou Marabou, les Boydia, n'est-ce pas, et d'autres que j'ai oubliés. C'est l'époque où le lycée de Rosso battait le réveil de Rosso, l'idéal de Rosso, battait même, n'est-ce pas, une équipe sénégalaise qui était venue nous rendre visite. Donc c'est une époque très exaltante sur le plan du football que j'ai pratiqué. Et j'avais une idole, c'était Pelé, Edson Arantes de Nascimento, son vrai nom. Pelé a été pour moi, je ne peux pas dire, parce qu'aujourd'hui quand j'entends les jeunes parler de
Messi, parlaient de Ronaldo. J'ai dit, mais ces gens ne connaissent rien par rapport à Apple. Ils me disent, non, non, mais lui, là, il est dépassé. Alors, donc, c'est cette période-là qui est très exaltante. Et aussi la case foyer du lycée de Rousseau. Vous savez, on avait un proviseur qui s'appelait Gérard de Beaumont. C'était un homme qui aimait beaucoup la culture, le sport. D'ailleurs, il dirigeait un peu toutes les activités sportives et culturelles. Il avait effectivement créé une salle de foyer où se retrouvait tout. On faisait le jeu de Monopoly, on faisait, n'est-ce pas, le jeu du tennis. Et on écoutait beaucoup la musique de cette époque. La musique de tout genre, les Congolais, OK Jazz, ainsi de suite, la musique française, les Enrico Macias, que j'appréciais beaucoup. Donc cette période-là m'a beaucoup marqué. Il y avait aussi la vie dans le lycée, la vie des jeunes lycéens, dans les dortoirs, au réfectoire. Cette communion qu'il y avait entre les jeunes à l'époque, où on ne ressentait pas beaucoup à cette époque, cette histoire de clivage entre morts et noirs, on ne le sentait pas. On était tous là et on se retrouvait dans ces choses-là qui faisaient que nous pensions que nous étions vraiment tous ensemble, comme des Mauritaniens, sans clivage. Qu'est-ce qui existait alors et qui vous semble aujourd'hui irrémédiablement perdu? Bon, vous évoquez la jeunesse. Non, naturellement, aujourd'hui, bon, on reviendra peut-être là-dessus, mais aujourd'hui, il y a un divorce, un clivage net entre les communautés en Mauritanie. Les Noirs sont d'un côté, les Maures sont d'un côté, les Haratines sont d'un côté. Il n'y a pas de brassage, on reviendra là-dessus. Ça n'existe plus. Mais ça, c'est le fait, n'est-ce pas, d'un système qui a produit cette situation-là. Mais à l'époque, on ne connaissait pas cela. À l'époque, les gens, et puis tout allait sur le mérite. Nous avions, je me souviens, au lycée de Rousseau, nous avions des brillantissimes. Le jeune Haïbet Naoul Sidi qui raflait presque tous les prix d'excellence. N'est-ce pas? Baoulga qui était le mathématicien, 20 sur 20, on l'appelait Baoulga 20 sur 20. Hein, les Baadama Mokhtar qui étaient vraiment des garçons extrêmement intelligents. Et d'autres, n'est-ce pas? Les Traoré Samba, je me souviens bien de tous mes promotionnaires de la 6e jusqu'à la 3e. Bon, donc on n'avait pas ce problème-là. Les gens étaient jugés sur le mérite. Je me rappelle aussi ces moments qu'on passait, n'est-ce pas, dans la brousse autour du lycée, avec les lampes tempête ou les lampes de poche pour essayer de réviser. Chacun y allait parce qu'il fallait être parmi les meilleurs. Et on avait des résultats extrêmement importants. Alors ça, je crois que ça n'existe plus aujourd'hui. Je l'ai dit tantôt, vous êtes un homme de culture, un poète engagé. Vous êtes sans doute un homme politique. Comment décrivez-vous l'état de la culture en Mauritanie? Bon, il y a des hommes de culture en Mauritanie. Il y a de la culture en Mauritanie. Mais elle n'est pas prise en charge véritablement. Il n'y a pas une politique culturelle sérieuse en Mauritanie. Sinon, nous avons des hommes de talent. À l'époque, on disait 1 million de poètes. Maintenant, d'ailleurs, je crois qu'on doit revoir ce chiffre. Mais il y a encore des poètes, de véritables poètes dans ce pays. Il y a des artistes de renom, n'est-ce pas? Des artistes qui auraient pu dépasser les frontières nationales, mais qui meurent ici à petit feu parce que l'État n'est pas là pour promouvoir, n'est-ce pas, cette culture nationale. Il y a des écrivains. Bon, peut-être que du côté arabe, ça va beaucoup mieux parce qu'il y a la télévision qui aide, il y a la radio, les gens sont souvent invités. Mais du point de vue, par exemple, de la langue française ou du point de vue des langues nationales, mais c'est le parent pauvre. Mais il y a beaucoup de gens qui ont écrit. Moi, je pourrais vous en donner des preuves. Si vous regardez ma bibliothèque, tout ce qui est ici, c'est pratiquement des ouvrages en langue nationale, l'essentiel. Mais les gens ne les connaissent pas. Donc la culture existe, et ça, il faut déplorer la situation dans laquelle elle se trouve. Quelles solutions réalistes sont envisageables pour le système éducatif mauritanien? Parce qu'il y a une unanimité que ce système éducatif est en péril. Bon, le système éducatif, moi je pense que le système éducatif fait partie d'un tout. C'est ce que nous appelons la question nationale, certains diront autre chose, la question de cohabitation. Et il faut la prendre du point de vue global. Si on veut, vous savez, toutes les réformes ont été envisagées ici. Elles ne marchent pas parce qu'on n'a pas pris les choses là où il fallait. Pour qu'il y ait une véritable éducation nationale en Mauritanie, il faut d'abord prendre en compte les cultures nationales de ce pays, parce qu'il s'agit de cela. Et les cultures, c'est les langues. Donc il faut enseigner les langues du pays, l'arabe,
le Pulaar, le Wolof et le Soninké, il faut les enseigner à l'école. Et il faut choisir une, deux ou trois langues étrangères pour pouvoir effectivement préparer les gens à pouvoir communiquer avec le monde extérieur. Et à partir de ce moment, je pense que tout le bas blesse là où on n'a pas voulu encore s'engager véritablement dans l'officialisation des langues Pulaar, Wolof et Soninké. Ça a été fait à l'époque avec le régime de Ould Haïdallah, avec l'Institut des langues nationales. On avait commencé à faire un bon travail au moment où certains ont pu effectivement en profiter parce qu'il y avait une arabisation à outrance qui permettait à certains de pouvoir effectivement en profiter et les autres, avec la régression de la langue française dans le système scolaire, les autres ont été laissés pour compte. Par conséquent, moi je pense que si on veut véritablement aller vers le développement de l'éducation nationale, il faut nécessairement officialiser les langues. Il faut carrément Pensez que ça suffit aussi. Pensez que ça suffit? Non, mais si on officialise les langues, on les introduit, maintenant il faut avoir un programme qui permette aux gens d'aller ensemble. Moi je pense que les mesures d'octobre de 1979, on doit peut-être les revoir un peu, mais elle avait posé sérieusement le problème. Mais il faut qu'il y ait une interculturalité. Il ne faut pas que simplement les Arabes étudient la langue arabe, les Pulaars étudient le Pulaar. Non, il faut qu'il y ait une interculturalité. Chaque enfant qui entre à l'école commence d'abord par sa langue. À un moment donné, il doit intégrer une deuxième langue nationale ou une troisième langue nationale. Et à un moment donné, il y aura une espèce de tronc commun où les Mauritaniens parleront toutes les langues. C'est vers ça qu'il faut aller. Cette interculturalité permettra effectivement aux Mauritaniens de pouvoir, là où ils se trouvent, se parler directement sans traduction. Moi, quand on croit que nous, on parle de langue nationale pour des raisons politiques, c'est qu'on se trompe. Moi, j'ai commencé à parler langue nationale depuis 1969, alors que j'étais dans le mouvement démocratique qui pensait que pour pouvoir faire la révolution, il faut adopter ce qu'on appelle la ligne de masse. La ligne de masse, c'est-à-dire qu'il faut aller vers les populations, leur parler. Pour parler avec les populations, il faut parler leur langue et même leur langage. À partir de ce moment, nous avons estimé qu'il fallait carrément faire un retour aux sources. C'est à partir de ce moment que moi, j'ai commencé véritablement à m'intéresser aux langues nationales. C'est en 1969 que j'ai écrit, par exemple, cette espèce de nouvelle, Midjam Routima et Danima, 1969. Ça n'a pas été encore édité de manière correcte, mais ça a eu une certaine forme de publication. Et aujourd'hui, je suis en train de chercher à l'éditer. En 1969. Donc c'est très vieux. Ce n'est pas les problèmes politiques de maintenant qui m'ont amené à écrire. Ça, c'est écrit en Pulaar. Ces deux recueils de poèmes, que beaucoup de mes poèmes, la poésie est connue à travers la Mauritanie, mais aussi au-delà de la Mauritanie, ont été édités presque en l'an 2000. Alors, ça s'appelle, c'est le recueil qui s'appelle Boki, et ça c'est Kartalinibi, c'est pratiquement des écrits de prison, n'est-ce pas? Tout ça est en langue pulaar. Ça, c'est une monographie de mon village. C'est en pulaar. Alors, donc, c'est pour vous dire que ma poésie aujourd'hui est pratiquement connue à travers en tout cas la communauté pulaar qui m'écoute par les cassettes que je diffuse depuis une trentaine d'années, mais même de grands artistes comme par exemple El Hadj Baba Mal, n'est-ce pas, le leader du Dande Leñol, et d'autres comme les Ousmane Hamadi Diop s'inspirent de ces poèmes pour, n'est-ce pas, faire des créations au niveau de leur musique. Donc c'est une poésie qui est pratiquement connue. Alors à partir de ce moment-là, moi je pense que nous, quand on parle de langue nationale, c'est pas un projet politique. Non, c'est parce que nous estimons que pour en tout cas retrouver notre culture, pour revivre notre propre identité, comme disait l'autre, il faut nécessairement faire recours à nos langues nationales, à notre culture nationale. Cela n'exclut pas d'apprendre les langues étrangères pour communiquer avec l'étranger. Voilà. Donc, les journalistes que vous êtes, vous m'évoquez, je voudrais que vous nous parliez un peu de comment vous êtes intéressé aux médias, au journalisme, à la profession. Bon, le journalisme, je suis arrivé au journalisme, je dirais par accident, parce que je ne l'ai pas cherché tout de suite.
mais c'était une vocation cachée. J'avais commencé à faire les assurances de 1972 à 1974. Avec la création de l'ASMAR, j'ai dû quitter l'ASMAR involontairement. C'est en ce moment que j'ai atterri à Radio Mauritanie, en 1975, pour faire le journaliste présentateur. Autant de regretter Sidoul Cheikh, qui fut mon promotionnaire au lycée de Rosso, mais c'est à l'époque où Wedadi, n'est-ce pas, dirigeait la radio. Alors, de 1975 à 1978, j'ai présenté le journal avec de grandes célébrités comme Daoul Abdi. On se souvient bien effectivement de ce duo Daoul Abdi Ibrahim Assar, ou bien Ibrahim Assar, Ibrahim Silla, Ibrahim Assar Khadaja Mint Seydi, ou Ibrahim Assar Hindou Gueye. C'était une belle époque où nous présentions le journal. Nous étions, n'est-ce pas, souvent invités sur les terrains pour faire des reportages. J'ai accompagné le président Mokhtar Ould Daddah au sommet de la CAO, par exemple, à Abidjan. Donc c'est une période exaltante. J'ai été nommé chef de service pour redynamiser les langues nationales de la Mauritanie à partir de 1978, quand les militaires sont arrivés au pouvoir. Et je crois que tout le monde se rappelle cette période exaltante, qui a fait d'ailleurs écrire une lettre très élogieuse du lieutenant Ainina Ouleyi, qui dirigeait à l'époque la radio, pour en tout cas me féliciter pour le travail extraordinaire des directeurs de la radio à l'époque. Ce travail extraordinaire qui a été fait dans le domaine des langues nationales à la radio mauritanienne. Et il m'a demandé de revenir après mon stage, parce que je devais aller faire un stage, une formation au CESTI de Dakar, l'école de journalisme de l'Université de Dakar. Il me demandait, après ton stage, de revenir remettre à la disposition des auditeurs la somme des connaissances et techniques que vous aurez, en tout cas, des techniques que vous aurez acquises. J'ai fait 3 ans au CESTI. Sachant que la Mauritanie allait s'orienter vers la télévision, j'ai doublé ma formation en télévision. Journaliste de radio, j'ai opté aussi pour la télévision. Donc je suis revenu ici, le premier journaliste formé en télévision, en Mauritanie. Et ça a coïncidé avec le démarrage de la télévision nationale. Donc nous avons fait les premiers pas de la télévision mauritanienne. En ce moment, il n'y avait pas cette maison qu'on voit aujourd'hui, cette belle maison qu'on voit aujourd'hui. Il me souvient qu'au début de cette télévision, j'avais créé une émission qui s'appelait Téléculture. Et dans le cadre de cette émission de Téléculture, j'ai dû faire un playback, n'est-ce pas, hors studio pour la première fois, avec Dimi Mint Abba sur les dunes, n'est-ce pas, Dimi qui chantait Richitul Verni, Mauritanie, que j'ai filmé, et on l'a passé, c'était extraordinaire, avec les moyens de bord, parce qu'on avait à l'époque, quand on commençait à tourner la télévision, on avait 2 caméras et 2 bandes de montage. Donc, je n'ai pas pu me donner véritablement, n'est-ce pas, à cette télévision que j'avais vu naître moi-même, que j'avais en tout cas vu naître. Alors, c'est une période assez exaltante. Il me souvient que, comme anecdote, je devais accompagner le président Haïdallah à Bujumbura. À la dernière minute, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai dit que je ne pars pas. Alors le directeur me dit, mais si tu ne pars pas, qui va aller à sa place? J'ai dit, mais prenez Amarou Bahbaini. Alors, je ne savais pas que j'ai envoyé Amar dans une expédition qui allait être un peu difficile pour lui, parce que c'est en ce moment qu'il y a eu le coup d'État contre Ould Haïdallah. Donc, c'est des péripéties, c'est des moments... mais je regrette quand même certains moments de cette période où nous travaillions avec beaucoup d'enthousiasme, avec beaucoup de bonne volonté, malgré, n'est-ce pas, les difficultés qu'il y avait durant cette période. Mais je pense qu'il y a eu de grands noms. Il me souvient par exemple d'un grand journaliste, Mohamed Lemine Abdelrahman Cheikh, qui, je crois, aujourd'hui doit être en Arabie Saoudite. Alors voilà un journaliste qui m'a marqué à Radio Mauritanie, quelqu'un d'extraordinaire. Tout ça, c'est un peu loin. C'est un peu loin. Donc moi, quand je vois un peu ce qui se passe, bon, aujourd'hui, vous avez aussi de grands talents. Vous avez de grands journalistes qui font du bon travail. On va évoquer l'aspect politique de votre carrière. Je voulais simplement noter que par rapport à ce journalisme, j'ai eu deux réflexions qui m'ont interpellé dans le cadre de ce métier.
Le premier, c'est l'utilisation des langues nationales. Quand je suis allé au CESTI de Dakar, j'avais déjà un grand bagage, n'est-ce pas, dans l'utilisation des langues nationales à la radio. J'avais commencé à réaliser des émissions ici. Et ensuite, quand je suis arrivé, j'étais convaincu que ma formation devait me servir à approfondir cet aspect. À mon retour, je devais uniquement travailler dans les langues nationales. Ou alors, même si je faisais le français, ce serait de manière truc. Mais l'essentiel, c'est que si on veut développer nos pays, il faut passer par les langues nationales. La presse doit nécessairement parler nos langues. Mais il fallait une formation. Il faut une formation pour qu'on puisse faire du journalisme vrai dans nos langues nationales. C'est pourquoi au CESTI, j'ai incité là-dessus. J'ai eu beaucoup de problèmes avec mon professeur qui ne comprenait pas. Quelqu'un qui vient pour apprendre le journalisme, il parle de langue nationale. Les professeurs canadiens, français, d'ailleurs pour eux, c'est quelqu'un qui est en train de nous amener au chômage, parce que si finalement on n'enseigne que les langues nationales dans cette université-là, nous, à quoi on va servir? Alors, cet aspect de la question, les langues nationales qui se posent jusqu'à aujourd'hui, et j'ai écrit d'ailleurs un livre par rapport à ça, Langue nationale et médias audiovisuels, voilà, qui doit être édité, pour montrer comment on doit travailler les langues nationales à la radio et à la télévision. Bon, l'autre aspect que ça interpelle, qui m'interpelle, c'est j'ai pensé qu'on ne peut pas être un musulman et être journaliste sans se poser la question de savoir si l'article qu'on écrit ou l'émission qu'on fait est conforme à la religion. Alors, c'est une question qui m'a beaucoup interpellé durant toute cette période. Et j'ai réfléchi beaucoup là-dessus. Mon séjour en prison, j'ai fait quand même 4 ans de prison. On reviendra là-dessus. J'ai réfléchi sur l'islam et la communication. Je pense que les journalistes musulmans doivent réfléchir sur la manière de traiter l'information en se basant sur leur propre religion. Parce que l'islam a une déontologie, et c'est ce travail de recherche qui m'a permis de le découvrir. L'islam a une déontologie dont l'axe principal, c'est de dire la vérité. Je donne un exemple. En islam, par exemple, l'islam t'interdit de dire les mauvaises choses, sauf si c'est toi qui es la victime. Sinon, l'islam interdit de dire les mauvaises choses. L'islam interdit le panégérisme, par exemple. Il ne faut pas flatter les gens n'importe comment. L'islam interdit cela. L'islam, effectivement, recommande, comme d'ailleurs la déontologie française ou occidentale en général, de vérifier l'information. Tout ça, c'est prévu. Mais il y a des aspects, n'est-ce pas, qui se trouvent dans l'islam, qui ne se trouvent pas dans l'information générale. Par exemple, aujourd'hui, tout ce qu'on fait aujourd'hui dans le domaine de l'information, pour chercher à faire des trucs, comme on appelle ça encore, donner l'information tout de suite. La primeur de l'information. Oui, la primeur de l'information, ainsi de suite. Le bidonnage, gonfler les choses, tout ça, l'islam l'interdit quand ça ne correspond pas à la vérité. À partir de ce moment-là, il y a des éléments, bon, je ne vais pas revenir sur tout ça, même dans le domaine de la liberté d'expression, c'est des éléments qui sont étudiés jusqu'à l'image de la télévision, tout ça, je l'ai étudié. Même, je n'ai pas eu l'occasion, malheureusement, d'éditer ce livre. Si tu te rappelles, nous avions organisé une conférence là-dessus en 1973 avec les regrettés Habiboul Mahfoud. En 93, avec les regrettés Habiboul Mahfoud, avec les Oul Oumer, n'est-ce pas? On avait organisé, n'est-ce pas, une conférence sur ce sujet, comme moi-même j'ai interdit. Alors, ce thème, je l'ai beaucoup étudié. Je me suis référé aussi à de grands doctes, n'est-ce pas, en islam, qui ont vérifié le travail sur le plan des hadiths et sur le Coran, naturellement. Par exemple, il y avait le docteur Bal, Mohamed Bal, qui est décédé, le docteur Bal, qui était un magistrat, qui a beaucoup travaillé, n'est-ce pas, avec moi sur ce thème. Ensuite, je me suis approché de Mohamed Al-Oulzeyn, je crois, Mohamed Al-Oulzeyn, qui était le directeur des Awqaf à l'époque, qui a vu aussi ce travail, qu'il a beaucoup apprécié. Ensuite, j'ai rencontré le grand professeur, le regretté Braham Mahmoud Diop, n'est-ce pas, que tout le monde connaît, du Sénégal, qui a dit que ce travail n'est pas encore fait. C'est lui qui me l'a dit. Il m'a dit, ce travail, personne ne l'a fait encore. Et il faut l'approfondir davantage. Malheureusement, jusqu'à présent, je n'ai pas vu
des intellectuels, des journalistes qui se sortent. Il y a des politiques, on te dira ici en Mauritanie, il ne faut pas dire ceci, il ne faut pas dire cela, en Égypte c'est ceci, mais il n'y a pas une véritable introspection, n'est-ce pas, sur le problème sur la problématique de l'islam dans la communication. Voilà. Donc, ce sont deux aspects qui sont importants. Je voudrais vraiment qu'on continue à réfléchir là-dessus. Vous l'avez évoqué tout de suite, vous avez fait la prison à Valletta. Pouvez-vous nous revenir là-dessus pour quelques minutes? Bon, moi je pense que... Vous avez plus marqué. En tant que journaliste mauritanien, nous avons remporté le premier prix SURTEF en 1984 de co-réalisation que j'ai remporté. J'ai participé à beaucoup de symposiums à travers le monde par rapport à ce travail. Et je pense que c'est quand même un domaine sur lequel on peut peut-être parler pendant une heure de temps. Alors, par rapport à la politique, moi, quand je suis arrivé donc à l'école normale, parce que quand j'ai quitté le lycée de Rosso en 1965, je suis venu à l'école normale. Ça a coïncidé avec les événements de 1966. Les gens parlent de 89, mais nous avons vécu 1966. Alors, à partir de ce moment-là, les écoles ont été fermées et nous avons été renvoyés. Je suis parti au Sénégal. J'ai voulu m'inscrire à l'école normale William Ponty, c'était difficile, parce que l'année avait était déjà très avancée. On m'a proposé d'aller dans un autre lycée, mais finalement, je suis resté à enseigner dans une école privée pendant 2 ou 3 ans, à Dakar. Mais c'est durant cette période que j'ai fait toute ma formation politique et intellectuelle, je dirais, parce que Dakar, c'est une ville vibrante, une ville intellectuelle. Senghor, tout le monde connaît. Et j'ai pu acquérir beaucoup de choses. Il y avait un grand mouvement révolutionnaire qui, à l'époque, engageait beaucoup de jeunes qui étaient essentiellement anti-impérialistes. Les jeunes de l'époque, vous ne trouverez pas un jeune à l'époque qui était favorable au régime en place. Alors nous tous, on était dans cette mouvance-là. C'est là où j'ai côtoyé d'ailleurs feu Oumar Blondin Diop, qui a fait mai 68 à Paris, avec Daniel Cohn-Bendit, et avec lesquels j'ai eu des rencontres à Dakar, avec les Marie-Angélique Savané, la femme de Lamine Savané, qui ont fait mai 68 à Dakar. Alors, c'est à partir de ce moment, formé par des éléments PAI qui existaient là-bas, que j'ai acquis beaucoup de rudiments pour pouvoir, en tout cas, comprendre, n'est-ce pas, un peu ce qui s'est passé dans ces courants politiques qu'on appelait à l'époque la révolution, le marxisme, le maoïsme. Je reviens à Nouakchott. J'atterris au PMT, Parti mauritanien du travail. C'était un parti d'obédience marxiste-léniniste qui était dirigé par les Ladji Traoré, par les Dafa Bakari, les Yarham Ba Mahmoud et mon grand frère Sar Momodou qui m'a d'ailleurs introduit. Il y avait à l'époque les Bablaï Siré, les Si Mahmoud et Feyebdo. Alors, et le regretté Lijib Hamé, n'est-ce pas, nous étions les plus jeunes. Alors, ce PMT, qui était essentiellement d'ailleurs, et c'est ça le paradoxe en Mauritanie, c'est que même au début, même des mouvements qui se disaient révolutionnaires... Vous n'avez cité que des négro-africains? Oui, c'est ça ce que je dis. Même les mouvements qui se disaient révolutionnaires étaient pratiquement basés sur la race. Les Maures se sont organisés à part dans un mouvement qui s'appelait, à l'époque, je crois que j'ai oublié le nom qu'ils avaient, et qui va devenir le PKM. PKM plus tard. Voilà, Groupe Libération. Au début, ça s'appelle Groupe Libération. Ensuite, c'est devenu PKM. PKM qui a ratissé large, avec les jeunes élèves, les gens qui venaient un peu des pays arabes, et qui finalement s'est imposé sur le terrain par ces manifestations, et qui finalement va happer le PMT. Même le parti que voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là que nous avons décidé de nous retirer un peu, n'est-ce pas? Arrivera cette période où Mokhtar Ould Daddah, n'est-ce pas, le PKM a joué un grand rôle dans la contestation et qui va pousser Mokhtar Ould Daddah à aller vers certaines mesures importantes telles que la nationalisation de Miferma, telles que la création de la monnaie nationale, la rupture des accords de coopération militaire avec la France. Ce qui a fait dire à une partie, n'est-ce pas, du PKM, du mouvement démocratique national de l'époque, que Mokhtar n'est plus un allié de l'impérialisme et qu'il fallait maintenant le rejoindre. Donc certains ont rejoint Mokhtar Ould Daddah dans le cadre du Parti du peuple mauritanien
Et on a créé un conseil supérieur des jeunes que va diriger Tijanoul Karim, n'est-ce pas? D'ailleurs, les Kouaraï Saga se retrouvent dans ce cadre-là. Et une autre partie a refusé, n'est-ce pas? Qui deviendra le MND, n'est-ce pas? Qu'on connaissait à l'époque, le futur, n'est-ce pas? UFP. Alors, nous, on se trouvait perdus dans toute cette affaire parce que nous, on pensait que la révolution pouvait régler nos problèmes parce qu'avec Mokhtar Oudada, nous voyons que le pays allait vers l'exclusion. Parce qu'en fait, Mokhtar, tout ce qu'il a fait de bon, n'est-ce pas, pour construire ce pays, il a de bonnes qualités. Et je dis que le régime Mokhtar a quand même fait beaucoup de choses dans ce pays. Et ce n'est pas un régime aussi qui s'est enrichi, mais c'est avec le Mokhtar Oudada que l'exclusion a commencé. C'est une réalité. Ça, il faut le dire. Et petit à petit, nous avions pensé qu'il fallait trouver une solution. Et que nous voyons que nous avons été trahis par la révolution à laquelle nous croyons. Il fallait que nous-mêmes, on se prenne en charge. C'est à ce moment que nous avons commencé à réfléchir sur des partis. Au départ, nous avions d'abord créé des associations culturelles, telles que Bamtare Poulard, n'est-ce pas? Fête de Bamtare Poulard, où nous diffusions nos messages politiques. C'est ça la vérité. Parce que la plupart des poèmes qu'on chante aujourd'hui sont des poèmes qui ont été créés durant cette période où nous n'avions pas de cadre politique pour nous exprimer. Alors, à partir de ce moment-là, nous avons pensé qu'il fallait créer un cadre politique. Alors, l'arrivée de Mourtedo, de Seydou Khan, mes amis de toujours, mais je paie à leur âme, nous avons Elie Hamé, c'était vraiment un quarto. Nous avons pensé à créer un parti politique. Ce sera l'UDM, l'Union démocratique mauritanienne. Juste après le coup d'État d'ailleurs, à partir de 1978. Il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps ne permet pas de s'étaler. Alors l'UDM va faire un travail. Cette période va coïncider avec mon séjour à Dakar. Mourtedo étant en France, Seydou Khan a joué le rôle le plus important sur le terrain ici, avec les élèves et les étudiants négro-africains qui étaient là. C'est ça qui va donner naissance, effectivement, à la création de l'Institut de langue nationale, par ce travail de lutte qui a été fait à l'époque et qui va amener Haïdala à prendre, n'est-ce pas, les mesures d'octobre qui ont été édictées en 1979. Mais ce mouvement va connaître des rivalités, des frictions, des disparités à telle enseigne qu'il va se scinder en 3 parties. Alors, il y a l'ODINAM, d'une part, l'Organisation pour la défense des négro-africains de Mauritanie, et le MPAM, n'est-ce pas, le MPAM, que dirigeaient les professeurs Salih Ibrahima, les Samba Thiam, les Bafara, et ainsi de suite. Alors, ces 3 mouvements vont se regrouper en 1983, plus le mouvement des élèves et étudiants noirs pour créer les Flammes. J'étais pressenti pour être le secrétaire général, mais j'ai décliné à cause de mon travail de journalisme pour garder la fonction de secrétaire chargé de l'information. Alors, c'est ce Flamme qui a publié le manifeste qu'on connaît. Et c'est ce manifeste qui nous a amenés en prison pendant 4 ans. 4 ans, vous avez parlé de Walata. Walata a été une université douloureuse, mais c'est un moment où vraiment on devient un homme, parce qu'on aura connu toutes les difficultés possibles et imaginables. Mais ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Il y a des gens qui ont écrit là-dessus, que Boy Haruna, Boy Alassane du moins. J'étais à Walata, les gens n'ont qu'à se référer pour voir un peu ce qui s'est passé. Mais nous avons connu des morts, notamment mon ex-beau-père Ten Youssouf Gueye, Ten Youssouf Gueye, un grand écrivain, un homme de culture de dimension internationale. Feu Djigo Tafsirou, Bal Sanoumare Babou Koudous, de valeureux hommes qui sont morts, n'est-ce pas, dans cette prison. Nous-mêmes, on avait déclaré que nous étions décédés. C'est à la suite d'une mission de constatation dirigée par certains journalistes étrangers mauritaniens qui sont venus à Walata qu'on a pu constater que nous étions vivants. Donc, Walata est une page assez douloureuse. Mais comme je l'avais dit par le passé, nous n'en sommes pas sortis avec de la haine dans le cœur. Mais nous en sommes sortis avec une idée que véritablement, si les Mauritaniens veulent construire ce pays en toute égalité, en toute justice, il faut qu'ils se fassent violence, que les gens acceptent, on reviendra là-dessus, de se repenser, de reposer le problème correctement, que les choses soient dites de manière claire et nette, et qu'on reparte sur, n'est-ce pas, une base truc. Mais ça a été une page douloureuse, Walata.
Voilà, donc c'est pour revenir à Walata, c'était le sens de votre question. Il dit MND, l'IFD, pardon, l'AC, l'APP, j'en passe. La Non. JDMR. Non, moi je pense que... Il y a quand même... Il y a des moments... Bon, donc voilà ce qui s'est passé. Moi, quand je suis sorti de prison, je n'ai pas décidé de sortir du pays. J'ai préféré rester en Mauritanie. Parce que j'avais une idée, c'est qu'on ne peut pas, nous ne pouvons pas changer notre situation tout seul. Il fallait nécessairement amener tous les Mauritaniens à se mettre d'accord qu'ils doivent vivre ensemble. Et pour cela, il faut les côtoyer. Il faut poser le problème directement aux gens. À partir de ce moment, d'ailleurs, ça explique pourquoi, quand moi j'étais candidat à la présidence en 2007, je n'ai pas ouvert ma campagne à Nouakchott, ni à Bogué, ni à Keïdi. Je l'ai ouverte à Kifa. Quand on m'a dit, pourquoi tu vas ouvrir ta campagne à Kifa? J'ai dit, mais moi je ne parle pas aux Négro-Africains. Les Négro-Africains, ils savent ce que je veux. Ils savent pourquoi je me bats. Mais je parle aux morts pour leur dire pourquoi je me bats. C'est pourquoi je suis allé ouvrir ma... Beaucoup de gens ne le savent pas. C'est pourquoi j'ai ouvert ma campagne à Kifa. À partir de ce moment, je suis resté ici. Et nous avions créé, les anciens de Walata, que nous étions, nous avions créé un groupe clandestin qui travaillait. Et ce groupe a été découvert par Feu Diop Samba Haoyel, qui était avec Bamodel Sandayer, Maître Djabira, Yarham Diop Moudamour, je l'ai dit, les 6 Bourgognes. Et nous avons pu travailler ensemble pour créer l'Alliance pour une Mauritanie nouvelle. C'est cette Alliance pour une Mauritanie nouvelle, AMN, qui aura produit la déclaration 402, qui va servir de base, n'est-ce pas, pour l'UFD à venir, pour poser le problème, n'est-ce pas, du passif humanitaire. Alors, l'UFD a été créé, nous avons travaillé dans ce cadre. Malheureusement, on connaît ce qui s'est passé, le temps ne nous permet pas de trop nous allonger là-dessus. À un moment donné, nous les Négro-Africains, on sentait qu'on était un peu le gros de la troupe, mais qu'on n'était pas dans la direction du parti. Nous avons demandé une restructuration. Les Hartani aussi, ce qui a amené d'ailleurs les Messoud à quitter le bateau, les premiers, El Hor. Et quand nous sommes sortis, nous les Négro-Africains, nous avons créé ce qu'on appelle le comité de crise. Nous avons réfléchi pendant 1 an et nous avons produit un document, un projet de société. Nous avons dit, nous allons voir maintenant avec qui partir à partir de ce projet de société-là. Nous avons discuté pratiquement avec toute la classe politique qu'il y avait à l'époque. Finalement, nous nous sommes mis d'accord avec El Hor, avec les Messoud, pour créer le parti Action pour le Changement, et aussi le PCDM, un parti dirigé par Feu Moulay Mohamed, n'est-ce pas, pour créer Action pour le Changement, AC, dont j'étais le secrétaire, et Messoud le président. AC a fait du bon travail dans la lutte pour la question de l'esclavage. On se rappelle très bien, quand j'étais député à l'Assemblée nationale, que j'ai été le premier à poser le problème de l'esclavage à la tribune de l'Assemblée nationale, devant le Premier ministre Cheikh Alavia qui est rentré dans une furie extraordinaire. Et vous avez provoqué la dissolution. 2 jours après, le Conseil des ministres s'est réuni pour dissoudre Action pour le Changement. Pourquoi? Parce que nous avons posé le problème de l'esclavage et le problème du passif humanitaire à l'Assemblée nationale, ce qui était, selon lui, des lignes rouges. Et je suis heureux de constater aujourd'hui que ces problèmes ne sont plus des lignes rouges. À partir de ce moment-là, Action pour le Changement a fait en tout cas un travail extraordinaire. Mais arrivé en 2005, quand il y a eu le coup d'État contre Maouya Oussida Metaya, l'arrivée donc des militaires au pouvoir, le parti avait opté pour ne pas soutenir ces militaires tant qu'ils ne régleront pas les problèmes. C'était ça en fait la question fondamentale. Mais au fil du temps, nous avons vu que la direction du parti glissait vers une espèce de soutien à ces militaires. Aidés en cela d'ailleurs par les autres chefs de parti, n'est-ce pas, qui ont tous pensé que cette jeune qui est arrivée doit être soutenue au moment où elle était complètement... elle n'était pas désapprouvée au plan international. Et je me rappelle que quand ils sont allés voir les Européens, les militaires, ils sont allés à Bruxelles pour demander de l'argent pour pouvoir faire, n'est-ce pas, leur programme.
Les militaires leur ont répondu qu'ils ne leur donneront pas un sou tant qu'ils n'auront pas réglé les problèmes qui sont posés dans la feuille de Bruxelles, les 24 points de la feuille de Bruxelles, qui concernaient tout le passif humanitaire et tout ce qui s'ensuit. À partir de ce moment-là, ils sont venus voir l'opposition. Ils sont venus voir l'opposition et leur ont dit, venez nous aider auprès des Toubab, auprès des Européens, pour qu'ils nous donnent l'argent et leur dire que nous sommes d'accord, une fois l'argent obtenu, que nous allons nous pencher vers ces problèmes. C'est en ce moment que tous les autres chefs de parti ont pris leurs valises, ils sont montés dans l'avion avec les militaires pour aller à Bruxelles. Et à notre grande surprise, notre président aussi s'en va avec eux, alors que ce n'était pas ce que nous avions arrêté. Ça a été le point de discorde avec Messoud, et j'ai dû démissionner de l'APP, parce que nous sommes devenus APP après la dissolution de l'AC. Ça a été le point de discorde avec Messoud. J'ai donc divorcé avec ce parti pour d'abord voler tout seul. J'ai créé un mouvement qui s'appelle le Mouvement pour la réconciliation nationale. Ce mouvement-là, c'est lui qui va m'amener à être candidat, appuyé par certaines organisations qui étaient en place, qui sont venues me soutenir, notamment un parti qui était déjà en place, l'AJD originelle, n'est-ce pas, et Flamme Rénovation, une partie donc des Flammes qui était rentrée pour aller à l'élection présidentielle de 2007, où nous avons obtenu le score que vous savez, les 8%, qui en tout cas semblait quelque chose d'extraordinaire aux yeux des gens. Et c'est à partir de ce moment aussi que nous avons décidé d'aller vers la création d'un parti, ce qui devient aujourd'hui la JDMR. Vous avez été député pour 2 législatures. Quel bilan faites-vous de ces 2 mandats? Bon, moi je pense que c'est très difficile d'être député à l'Assemblée nationale quand vous n'avez pas la majorité. Parce que tout ce que vous direz, les gens ils vous écoutent, mais ils n'en tiennent pas compte. Parce qu'ici, c'est la loi de la majorité, n'est-ce pas? Mais nous avons fait du travail. Comme je vous ai dit, nous avons posé les problèmes sérieux. Donc, ce problème d'esclavage, le problème n'est-ce pas, le problème de cohabitation, n'est-ce pas? Ces disparités qui existent, les problèmes économiques, et culturels et sociaux que nous avons évoqués durant toute cette période. La dernière législature à laquelle j'ai participé, 2013-2018, nous avons aussi évoqué de très sérieux problèmes durant cette législature. Je crois que tout le monde s'en souvient. Même d'ailleurs, quand je vois aujourd'hui à l'Assemblée nationale, on dit on permet maintenant aux langues nationales qu'il y ait une traduction simultanée. Bon, j'applaudis, je dis alhamdulillah, parce que c'est une chose que nous avions demandé, que nous n'avions jamais obtenue. D'ailleurs, ce qui nous a mené nous-mêmes à directement parler nos langues à l'Assemblée nationale, pour les imposer, pour montrer que nous parlons nos langues. Mais parler nos langues ne signifie pas confiner les gens, n'est-ce pas, dans le Pulaar, le Wolof Soninké, et puis voilà, ce n'est pas une façon de régler le problème. Nous pensons que les députés doivent s'exprimer dans les langues qu'ils parlent. Nous pensons que ce qu'ils disent doit être traduit pour le ministre qui ne comprend pas leur langue, en arabe ou en français. Mais il ne faut pas essayer d'en faire un moyen d'exclure encore les gens en disant bon, on utilise le Pulaar, le Wolof Soninké, l'arabe, puis fini. Personne ne parle français, ce n'est pas juste. Moi, je pense qu'il y a des députés ici qui ne peuvent pas s'exprimer correctement en Soninké, ni en Pulaar, ni en Wolof, de manière rationnelle, scientifique, parce qu'ils n'ont pas fait cette pratique comme Ibrahima Sarr, où l'AJD a joué un rôle important. Nous avons vu le député Thiam Ousmane, nous avons vu Mahmoud Bakar, nous avons vu surtout Saoudatou Modouane, celle qu'on appelle la lionne de l'Assemblée nationale, qui a dérangé beaucoup. Moi, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites. Bon, je suis heureux de constater aujourd'hui que Tawassoul a repris le flambeau, mais c'est une bonne chose. Ça montre qu'effectivement, que les Mauritaniens peuvent se mettre d'accord. Parce qu'aujourd'hui, Tawassoul, mais ce n'est pas un parti de Kouri, ou comme on dit, c'est un parti où il y a des Kouri et des Beidan. Et c'est un parti qui pose aujourd'hui le problème, n'est-ce pas, de l'abrogation de la loi d'amnistie, pour laquelle nous avons organisé la plus grande marche ici des négro-africains par rapport à cette question-là. Donc moi je pense que
nous avons fait quand même un travail intéressant Monsieur Sarr, à l'Assemblée nationale. À plusieurs fois à l'élection présidentielle. Et à chaque fois que vous avez échoué, vous avez encore repris pour vous présenter. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter 3 fois? Êtes-vous encore prêt à vous représenter encore 4e fois? Moi, je vous dis franchement qu'en venant, en cherchant à briguer la magistrature suprême, je n'y allais pas avec l'espoir que je serais élu comme ça. Parce que je connais la Mauritanie, je connais le pays, ce qui se passe. Parce que ce qui se passe en Mauritanie, c'est que c'est un système politique qui est initié par Mokhtar Dada, qui a atteint aujourd'hui le niveau top. Mais ce n'est pas parce que les morts, c'est Yadali qui a fait ça. Non, c'est un système politique. Encore une fois, et ce système n'est pas un homme, ce n'est pas un régime. Et là, les gens font toujours des erreurs en confondant un système et un régime. Tous les régimes qui sont passés en Mauritanie, de Mokhtar Dada jusqu'à l'actuel président, ce sont des régimes qui se sont basés sur ce système-là. Voilà. Ils peuvent changer de méthode, ils peuvent changer de truc, mais ils vont appliquer tous la même ligne du système. Et le système aujourd'hui est arrivé au top. Donc, en allant comme candidat à la présidence de la République, c'était seulement pour pouvoir continuer à diffuser le message. Le message que j'ai toujours porté vers l'autre communauté, vers les autres Mauritaniens, quels qu'ils soient, pour leur dire il faut qu'on trouve une solution pour vivre ensemble. Il faut qu'on trouve une solution pour régler nos problèmes, au lieu que, n'est-ce pas, les étrangers viennent les régler pour nous. Nous pouvons nous asseoir, discuter sur tous les aspects et chercher à trouver, n'est-ce pas, les solutions à nos problèmes. Donc, si j'arrive à trouver quelque chose, c'est tant mieux, je remercie Dieu. Je suis député à l'Assemblée nationale, ça me permet d'aller à l'Assemblée nationale. Je suis conseiller municipal, je suis maire, ça me permet de gérer une mairie. C'est ça, ce travail, et aussi cette confrontation avec les autres leaders, avec les autres politiques, et faire passer mon message. En réalité, c'était ça, le jeu politique, n'est-ce pas? Puisque maintenant, l'ouverture a été faite. Cette démocratie, d'ailleurs, que je mets entre guillemets, nous permet de nous exprimer. On va l'utiliser pour poser les problèmes, mais je ne me fais pas d'illusions. Je sais que ce n'est pas ça qui va régler les problèmes. Cette démocratie aujourd'hui que nous sommes en train d'initier n'est pas apte à régler les problèmes véritablement du pays. Nous aurons l'occasion d'évoquer le cas de la démocratie, mais les plus autres leçons de votre parcours politique, c'est la coalition Vivre Ensemble. Vous êtes traité de cette coalition ou vous êtes en crise? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? A-t-elle été un échec? Bon, on a fait beaucoup de jumping, il y a beaucoup de choses qu'on a sautées, bon, peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. La coalition Vivre Ensemble a été un moment de cette histoire, parce que il y a eu des gens qui avaient depuis longtemps voulu que les Négro-Africains se réunissent pour parler d'une même voix, aller vers le même scrutin, parce qu'ils ont dit unissez-vous pour qu'on vous soutienne. Bon, mais en vérité, on doit s'unir non pas sur la base de la langue ou de la couleur ou autre chose, mais sur la base des principes, la base des options politiques. Parce que figurez-vous aujourd'hui, il y a des Négro-Africains, des Halpulaar, des Soninké, des Wolof, qui ne sont pas dans la coalition, qui sont dans la majorité. Ces gens-là, qu'est-ce qu'il faut en dire? Donc, là, parce qu'ils n'épousent pas les idées de ceux qui, n'est-ce pas, sont dans la coalition. Eux, ils préfèrent aller vers d'autres trucs. Certains ont préféré soutenir Biram Daoula Bèye, qui avait un autre programme. Par conséquent, c'est une question d'option politique. Ceux qui viennent à la coalition Vivre Ensemble, ce n'est pas parce que c'est des Halpulaar, des Soninké, non, c'est des gens qui ont une option politique concrète. Ils font du règlement de la question de cohabitation leur angle d'attaque. C'est ça, là, en fait, qui les réunit. Pas autre chose. Ce n'est pas une parenté, ce n'est pas autre chose. C'est par rapport à ça. Bon, moi, ça a coïncidé à une période où, personnellement, j'avais énormément de problèmes de santé, des problèmes de trucs. Je n'étais pas prêt à être candidat à quoi que ce soit. Bon, j'ai donné ma bénédiction pour que le parti aille dans cette coalition. Et le parti a joué un rôle extrêmement important là-dedans. Par la suite, quand nous, on y allait, et là, je crois qu'il faut bien que les gens fassent la différence. Quand nous, on allait dans cette coalition-là, nous y allions uniquement pour les élections. Parce que nous, au départ, avec tous les déboires que nous avons connus par le passé, n'est-ce pas? Nous avons vécu pratiquement
tous les autres partis d'opposition. Nous avons vécu tous. Et souvent, nous avons été trahis, n'est-ce pas, dans cette espèce de copinage que nous avions eu. Et nous avions décidé de ne plus rentrer dans les coalitions, surtout les coalitions durables. Maintenant, s'il y a quelque chose à faire, nous sommes prêts. De manière ponctuelle. Ponctuelle, on le fait et puis on sait. Alors cette fois-ci, nous étions allés uniquement pour les élections. Alors que d'autres avaient l'intention de garder ces coalitions-là pour d'autres choses. Alors quand c'est terminé, nous avons dit que nous nous retirons. Mais il y avait d'autres éléments qui étaient dans cette coalition qui n'étaient pas d'accord que cette coalition soit transformée en un parti politique. Et qui ont estimé qu'il y avait quand même une mauvaise donne et qui sont mis de côté. Et nous n'étions pas d'accord effectivement à une coalition qui serait un parti. Parce que nous, la JDMR est le seul parti aujourd'hui, en dehors parmi de mouvances négro-africaines, je dirais, en dehors d'un parti qui vient d'être créé, qui n'est pas dissous par les dernières décisions politiques. Par conséquent, nous ne sommes pas prêts à s'aborder notre parti pour aller dans une autre structure. Alors, nous pensions que la coalition doit être une coalition de partis ou de mouvements. Maintenant, à chaque fois qu'il y a quelque chose à faire, on le fait ensemble. Quand c'est terminé, chacun retourne dans sa chapelle. Alors, c'était un peu ça le problème, qui fait qu'aujourd'hui, nous soutenons le groupe qui n'a pas signé la charte. Donc, c'est le groupe de Samba Thiam, c'est le groupe de Diop Jibril, qui est un dissident du Plège, c'est le groupe de Diallo Moussa, n'est-ce pas, de Dekalem, aussi de Touche pas à ma nationalité, du professeur Dia. Ce que je dirais, c'est qu'aujourd'hui, vous conviendrez avec moi qu'il y a un large consensus autour du président de la République actuelle. Où en êtes-vous par rapport à ce consensus? Bon, écoutez, moi je ne sais pas s'il y a consensus. Ce que je sais, c'est que j'ai connu le président Razouani par 3 contacts. Je ne l'ai pas encore rencontré directement depuis qu'il est président. Mais par le passé, je l'ai rencontré. J'étais chef d'état-major et il y avait une fête de l'armée. Nous nous sommes rencontrés vraiment ce jour-là. Il m'a bien accueilli. Nous avons beaucoup d'ailleurs discuté sur certains problèmes. Ensuite, c'était dans un avion qui nous ramenait tous les deux de Paris à Nouakchott. Et la dernière, la meilleure, c'est dans la mosquée du coin là, la mosquée de notre quartier, où j'étais venu prier le Asr, où nous sommes retrouvés aussi à la sortie. Nous avons un peu échangé. C'est les 3 fois que j'ai rencontré le président Razouani. Je ne le connais pas. Vous n'avez jamais discuté avec lui? Non, sauf ces aspects-là. J'ai connu plutôt le président Ould Abdelaziz. Nous aurons l'occasion que j'ai rencontré, c'est pour d'abord répondre à votre question, que j'ai rencontré pendant 20 fois depuis qu'il a été président de la République. 20 fois, tête à tête. Nous avons posé tous les problèmes. J'ai beaucoup cru qu'il était prêt à régler les problèmes que je posais. Non, mais là, il faut qu'on finisse avec Razouani avant de... Non, mais je reviens à Razouani. Ah, d'accord. Je reviens sur Razouani. Je dis que je ne le connais pas. Je vous dis que je connais d'abord Ould Abdelaziz. Oui. Et je sais que... Vous l'avez soutenu en 2008, vous avez soutenu le coup d'État. Attends, je reviens là-dessus. Je reviens là-dessus. Mais j'ai dit que je pense que le président Ould Abdelaziz, s'il lui tenait de régler véritablement les problèmes sérieux de la Mauritanie, comme la question de cohabitation, il aurait pu le faire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que la question fondamentale de ce pays, c'est le problème de cohabitation. Et si on ne veut pas l'aborder, quelle que soit la bonne volonté qu'on a, quelle que soit l'initiative qu'on prendra, je crois que ça n'ira pas. Parce que moi, je ne l'ai pas encore rencontré. Ce que j'ai vu, c'est qu'il n'est pas prêt à engager des dialogues, dans le sens qui était entendu. Ce que j'ai vu, c'est qu'il écoute les gens, il les reçoit, il les écoute. Ce que j'ai vu, c'est qu'il a commencé à partir de certaines mesures. Quelle appréciation faites-vous de ces ces premiers mois de gouvernance? Bon, je ne sais pas que dire. Les priorités qu'il a déjà... Je ne sais pas que dire. Il y a un silence, radio. Il y a un silence radio, mais il faut bien qu'on divorce avec ce silence. Parce qu'il ne faut pas que les gens s'impatientent et que les problèmes économiques, culturels et sociaux rebondissent au moment où il n'y a rien de préparé. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut préparer, justement. Préparer, c'est aller à la rencontre des citoyens, à la rencontre des formations politiques pour réellement poser le problème. Qu'il y ait un divorce. Je pense que, comme je l'ai dit, nous sommes arrivés à un niveau où le système est arrivé au summum. Et que si on y prend garde, on risque de connaître des problèmes que nous ne pourrons pas finalement régler intelligemment.
il faut qu'il y ait, surtout, et ça je m'adresse à la communauté arabe, parce que nous avons vu en Afrique du Sud, c'est des Blancs qui se sont levés pour dire non à l'apartheid. C'est des Blancs qui sont levés pour dire non à l'apartheid. Aux États-Unis, ce sont des Blancs qui sont levés pour dire non. Ailleurs aussi, c'est des Blancs qui sont engagés dans la lutte contre l'esclavage, contre les traitements inhumains. En Mauritanie, nous en avons des morts blancs qui sont engagés dans la lutte, mais ils ne sont pas encore nombreux. Il faut que ces gens-là prennent en charge les problèmes. Il ne faut pas que ce soit moi, négro-africain, qui pose toujours le problème du pass humanitaire. Il ne faut pas que ce soit toujours, n'est-ce pas, Biram Daoulabé ou Messoul Bourkhed qui pose le problème de l'esclavage. Heureusement qu'il y en a d'autres. Mais il faut que ce soit un mouvement général qui se base sur notre religion, sur notre vie commune, pour dire que ces choses ne doivent pas exister en Mauritanie. Ce que nous avons connu en 89 ne doit plus exister ici. Et ça, il ne faut pas que ce soit simplement les négro-africains ou les haratines qui se mettent de côté et que les autres les regardent faire, c'est votre problème. Non. Jusqu'à ce qui a fait que je ne comprenais plus cette opposition à l'époque, c'est qu'elle ne s'intéressait qu'à des problèmes économiques. Toutes les manifestations qui ont été faites ici, par la CODE, par les FND, par tous ces partis-là, ne concernaient que des problèmes économiques, des problèmes de politique pour accéder au pouvoir. Mais ne posez pas le problème de l'état civil, ne posez pas le problème de l'esclavage, véritablement. Ne posez pas le problème, n'est-ce pas, du passé humanitaire. Et ça qui fait que moi, je dis que cette opposition-là, c'est une opposition au régime, mais pas au système. Oui, qu'est-ce que vous pensez est-ce que vous pensez que l'islam est une solution à la démocratie dans ce pays? En tout cas, j'ai écouté mon doyen Bamoud Hassan l'autre jour parler. Je ne suis pas très loin de lui. D'ailleurs, moi, avant lui, ou peut-être pas avec lui, j'avais écrit moi-même un article sur la démocratie. Voilà, la démocratie en question. Cet article, je l'ai écrit depuis 2008. Effectivement, je suis d'accord avec lui que l'islam a une conception de la démocratie qui n'est pas celle que nous avons actuellement, celle que nous pratiquons, qui est une démocratie copiée sur l'Occident. C'est-à-dire la majorité. Voilà, la démocratie, n'est-ce pas? La démocratie islamique se base sur le consensus, parce qu'il a été ordonné au prophète de consulter sur les choses, consulte. Et cette démocratie islamique, qui d'ailleurs s'apparente avec la démocratie africaine de l'époque, ne privilégie pas le suffrage universel, la loi de la majorité. Mais après que chacun, n'est-ce pas, qu'on connaît chacun, mais même les plus faibles, on les associe au pouvoir. Le chef du village, il ne dit pas soulever le doigt pour connaître. On n'a jamais connu ça en Afrique, soulever le doigt. Qui est d'accord pour... Non, non, non. Chacun parle et le roi fait la synthèse. Il fait la synthèse et il pense que ce qu'il a décidé, c'est ce qui est meilleur pour tout le monde. L'islam privilégie le consensus. Ça n'exclut pas. Le suffrage universel peut être une première étape pour connaître, n'est-ce pas, chacun, mais après, même les minorités doivent être associées au pouvoir. C'est cette déclaration. Parce que le suffrage universel, la démocratie, n'est-ce pas, à l'Occident, elle privilégie la loi du plus fort. La majorité, n'est-ce pas, écrase la minorité. Par conséquent, elle n'est pas bonne, la démocratie. Mais il faut aller avec la parfaire. Mais je pense qu'il est possible de s'orienter effectivement vers l'islam pour régler. D'ailleurs, j'ai toujours dit que si les Mauritaniens voulaient appliquer véritablement ce que le Coran leur prodigue, il n'y aura pas de problème dans ce pays. Parce que c'est Allah qui dit, je vous ai créé en tribu pour que vous vous connaissiez, mais le plus proche de vous, c'est-à-dire le plus parmi vous, c'est celui qui me craint le plus. Et qu'il n'y a pas de noir, ni de blanc, ni ceci, cela. Si on appliquait cela, il n'y aurait pas pour la Mauritanie. Alors moi, je pense que ça, c'est des choses qu'on doit revoir. Si on veut réellement appliquer notre religion correctement, ça peut être une forme de solution. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. J'ai eu l'honneur de recevoir comme invité M. Ibrahima Mokhtar Sarr, président de la JDMR. Bonne continuation sur le Mauritanie et à bientôt, Inch'Allah.